Bonjour et bienvenue dans le Before des Prix d'Amérique Races The Turf avec Radio Balance. Nous allons parler ici du Prix de Paris Marathon Race, l'ultime volet du meeting d'hiver pour les trotteurs d'âge. Vous n'y trouverez pas le vainqueur du Prix d'Amérique, la fameuse Legend Race, FaceTime Bourbon, qui se serait sans doute aligné au départ de ce Prix de Paris Marathon Race s'il avait remporté le Prix de France Speed Race. Or, comme chacun le sait, c'est Delia Dupomereux qui, à l'issue d'un rush final assez impressionnant et étourdissant, lui a ravi la victoire. Delia Dupomereux est là dans ce Prix de Paris, bien évidemment, mais celui vers lequel tous les parieurs tourneront leur regard, c'est évidemment Davidson Dupont, hyper décevant parce que disqualifié dans le Prix de France Speed Race. Alors, bienvenue dans ce nouveau numéro du Before des Prix d'Amérique Races The Turf avec Radio Balance. Autour de moi, Cédric Philippe de Paris Turf. Salut Cédric. Bonjour Dominique. Benjamin Lyon de The Turf. Salut Dominique. Salut Benj. Et Alexandre de Koopman. Alexandre, on vous retrouve sur votre page Facebook de Coupe Tuyau. Bonjour Dominique, bonjour à tout le monde. Alors Cédric Philippe, on va parler beaucoup de Davidson Dupont dans cette émission, mais pas que. En attendant, puisque on ouvre avec lui, quel regard vous portez sur son comportement dans ce meeting d'hiver ? Son comportement, globalement, il a été, entre guillemets, en progression, mais peut-être même un peu trop en progression, trop vivement en progression, puisque dernièrement, dans le Grand Prix de France, j'avais l'impression qu'il était presque fou furieux, trop excité, beaucoup trop monté en pression, à tel point que quand vous le voyez s'approcher des ailes, volter pour s'approcher des ailes, vous voyez que ça ne va pas aller. Il se pointe des choses qu'il n'avait visuellement jamais fait en course. Donc, j'ai voulu, moi, de mon côté, j'avais fait quelques jeux, j'ai voulu annuler, mais sauf que dans The Turf, on ne peut pas annuler, c'est le grand regret, c'est la grande limite. On va en parler à Benjamin, qui nous écoute d'ailleurs, puisqu'il est là. Ben oui, c'est la grande limite de cet outil-là, c'est qu'on ne peut pas annuler un jeu, alors qu'on voit bien que les choses, moi, objectivement, je voyais bien que ça ne pouvait pas bien se passer en amont avec Davidson, tant il était énervé dans l'avant-course. On va se tourner vers notre spécialiste. Alex, c'est l'impression que vous avez eue justement sur le comportement de Davidson Dupont dans le Prix de France Speed Race ? Ouais, alors Cédric parlait d'un comportement rarissime pour lui, mais en fait, si on remonte un an en arrière, on se rappelle que dans ce Prix de Paris édition 2020, il avait eu un peu le même comportement avec les faux départs qui l'avaient énervé. Il n'avait pas du tout fait sa valeur. Moi, je pense que pour le Prix de France, Jean-Michel était entre guillemets très revanchard et il avait vraiment mis sur orbite le cheval parce qu'il voulait démarrer et je pense qu'il voulait prendre la tête et pas la lâcher. Donc à mon avis, voilà, le cheval était à mon avis trop sous pression. Maintenant, il n'est pas coutumier du fait non plus, donc on espère que cette fois il sera bien calme. Et maintenant, il faudra surveiller les faux départs et pourquoi pas attendre les dernières minutes pour passer les jeux du coup. Alors Alexandre, on reste avec vous. C'est un Z5 événement, ce Prix de Paris Marathon Race, avec 15 partants au départ sur ce qui est la plus longue distance usitée à Vincennes. Est-ce que pour vous, c'est une course ouverte ou pas ? Forcément, je trouve qu'elle est quand même un peu ouverte. Elle est déjà intéressante. Déjà, comme vous l'avez dit, il y a 15 partants. Donc déjà, c'est quand même un point très positif dans cette épreuve qui a tendance à être en fin de meeting avec 9 ou 10 partants. Là, on en a 15. Donc tant mieux pour les jeux. Donc assez ouverte, ouais, moi je détache quand même 7 ou 8 chevaux. Maintenant, avec le manque de fraîcheur de certains, c'est toujours peut-être délicat de prendre des bases, donc faudra faire les bons choix, mais je pense qu'il y a des outsiders valables, il y a de tout, il y a des chevaux qui reviennent des trop montés, il y a des chevaux qui ont beaucoup couru, et je pense que en tout cas c'est intéressant pour la flambe. D'accord. Quelles sont si vous deviez détacher 3 candidatures des 15 partants de ce Prix de Paris, quelles seraient-elles, ces candidatures ? Évidemment, il y a déjà 2 candidatures qui sautent au-dessus. C'est le 15 Davidson Dupont, évidemment, qui aura à cœur de prendre sa revanche. Et surtout, peut-être que par rapport aux autres, il a l'avantage de ne pas avoir fait la course dans le Prix de France. Il aura peut-être, visiblement, cet atout fraîcheur. Le 13 Delia Dupomereux, qui a été vraiment éblouissante de par son finish dans le Grand Prix de France, qui est capable encore de mettre tout le monde d'accord au sprint. Et ensuite, il y a un cheval que j'aime beaucoup et qui va être à l'aise sur la distance, c'est celui d'un Money Viking. Lui, il est vraiment fait pour ses parcours de longue haleine. On l'avait vu dans le Harper Hanover en Suède, on l'avait vu dans le Abbey Storia Price. Au plus c'est long, au plus c'est bon pour lui. Et quand on regarde les chronos qu'il faisait,
c'est vraiment, à mon avis, le cheval fait pour cette épreuve. Donc, Pierre Vercruysse l'a dit, c'est un peu son objectif. Je pense qu'en tout cas, c'est une base en béton pour être dans les 5 premiers. Et quel serait votre gros outsider? On se souvient de Tagada qui, à 90 contre 1, a disputé l'arrivée en se classant 3e de ce Prix de Paris en 2016. L'année dernière, on avait Kalaska de Guèze à 46 contre 1 et qui se classait 4e. Il y a toujours une grosse cote, autrement dit, à l'arrivée du Z5. Ça pourrait... Quel cheval a le profil pour justement venir faire tomber certains paris? Malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres. Il y a 2-3 attractions qui peuvent surprendre, à mon avis, pour les 4-5e places. On peut parler du 3 décoloration, qui monte sérieusement de catégorie. Maintenant, si on regarde un peu ses chronos, quand elle marche 12-3 2007 grande piste, on vous dit qu'elle sera peut-être pas ridicule dans une épreuve de genre. Il y a le 5 également, Violetto Jet, qui arrive en forme à point nommé et qui ne devrait pas, à mon avis, se montrer trop brillant sur la distance. Donc ça, je pense que c'est 2 candidatures qui peuvent surprendre la belle cote. Après, évidemment, j'aime beaucoup Flamme du Goutier, j'aime bien Chicajude, il faut reprendre Diable de Vauvert, mais ceux-là vont faire plutôt partie des choix en vue. Et il y a évidemment Bayakeno. En tout cas, nos 3 spécialistes, à savoir Benjamin Lyon, Cédric Philippe et Alexandre de Koopman, vous proposeront leur jeu. Je leur ai alloué une enveloppe de 100 € de manière à vous permettre de jouer chez notre partenaire The Turf. Justement, on se tourne vers vous, Benjamin Lyon. Ce Prix de Paris n'a pas échappé à l'innovation que vous avez lancée au début de ce meeting d'hiver, parce que cette marathon race a été support de paris antéposte. Alors, quel a été le verdict des parieurs avec leurs favoris dans cet antéposte qui s'est clos lundi matin? Exactement. Eh bien, écoutez, les parieurs sont décidément très fidèles à FaceTime Bourbon, qui lui ont accordé sa confiance, bien qu'il ne participera pas à la course. C'était FaceTime Bourbon qui a conclu favori de cette session en T-Post. Il était à 2,90 € et parmi en tout cas les chevaux qui vont courir, Davidson Dupont, lui, pour une victoire dimanche, est offert à 3,40 €. Et puis l'opposition, elle est emmenée très logiquement par Delia Dupomereux à 9,50 €. Et on a eu pas mal d'argent également sur Diable de Vauvert, qui finalement est le 3e favori à 11 €. Et en effet, comme Alexandre, les parieurs se sont intéressés à la candidature de Flamme du Goutier, qui est la 4e favorite de cet antéposte pour la Marathon Race. 11,80 € pour Flamme du Goutier. Peut-être que Thierry Duval-Destin va nous refaire le coup de Prince GD. Pourquoi pas, avec cette Flamme du Goutier. En tout cas, un antéposte qui a très bien fonctionné pour cette dernière session des Legend Race. Prix d'Amérique Race The Turf, pardon. Et donc, écoutez, on a décidé de poursuivre ça tout au long de l'année. Vous pourrez découvrir ça tout au long de l'année. On en parlera en fin d'émission. Ouais. En tout cas, voilà, le favori, c'est Davidson. Combien, cela m'intéresse, combien sur Bayakeno? Bayakeno, on pensait pas qu'elle allait prendre part à la course. On pensait qu'elle allait plutôt se diriger directement sur Cannes-sur-Mer. Donc, elle fera partie de Autre Cheval. Autre Cheval qui... attendez, je me remets sur l'antéposte. Mettez-vous sur la bonne ligne. Autre Cheval, exactement. Autre Cheval, 60,90 €. Ah 60,90 €, c'est la cote qui devrait, je ne sais pas si elle lui le fera sourire, c'est qui devrait peut-être interloquer Junior Guelpa, qu'on va aller rejoindre et qui va nous parler justement de sa championne. À mes yeux, Junior Guelpa est un peu l'homme du meeting. Salut Junior. Bonjour. Alors, il est l'homme du meeting parce que déjà, il a gagné la course dans laquelle on l'attendait peut-être à l'arrivée, mais peut-être pas sur la plus haute marche, c'est le Prix de Cornulier. Il est l'homme de meeting parce que finalement, une semaine après le Cornulier, le record qui est tombé dans le Grand Prix d'Amérique Legend Race lui doit beaucoup, puisque c'est lui qui a mené un train d'enfer, permettant à FaceTime Bourbon finalement de le battre. Bayakeno a conservé la 5e place. Et il est l'homme du meeting parce que s'il n'avait pas mené un train d'enfer dans le Prix de France, eh bien peut-être FaceTime Bourbon l'aurait-il gagné, et peut-être Björn Goop n'aurait pas été débarqué du sulky de FaceTime. Donc celui par qui des événements sont arrivés, il était incontournable. Je pense que c'est vous, Junior. Vous analysez un peu les choses de cette manière-là? Résumé comme ça, oui. Ça vous va? Vous adhérez?
Bon, alors, on a parlé avec Benjamin Lyon du Prix de Paris et des cotes, parce que vous savez qu'il y avait un antéposte sur The Turf. Et votre jument, qu'on n'attendait pas finalement au départ de ce Prix de Paris, nous dit Benjamin Lyon, mais plutôt directement dans le critérium de la Côte d'Azur, elle est proposée avec tous les autres chevaux à 60 contre 1. Alors, bien évidemment, je pense que vous n'y voyez pas une chance d'extrême outsider à 60 contre 1 dans ce Prix de Paris. Non, c'est sûr qu'avant le coup, 60 contre 1, mais si je... Non, j'aurais pas pensé que ça à une cote comme ça c'est sûr. Bon. On antéposte après, donc... C'est ça, on peut plus jouer, hein, on peut plus aller mettre de l'argent, hein, donc non, c'est mais bloqué. puis même, si ça dépend des enjeux qu'il y a, je pense que s'il y en avait qui ont gagné un peu de sous, elle serait vite redescendue aussi. Donc pour vous... Alors, comment c'est préparé et comment c'est on a vu quelques lignes dans Paris Turf, notamment sur le travail foncier que vous aviez fait autour de votre jument. Comment justement avez-vous préparé ce marathon, cette marathon race du Prix de Paris? La jument en fait elle court parce que comme j'ai dit normalement c'était pas prévu forcément qu'elle court. On devait son objectif c'était plutôt le critérium, la Cagne, mais elle est restée tellement bien et elle est en forme, donc à cet âge-là, il faut pas, ça se refuse pas de courir des groupes 1 lorsqu'on a des chevaux qui sont en forme. Alors, c'est-à-dire que le Prix de Paris, on le court et ensuite, le critérium, c'est pas une option qu'on laisse de côté. On ira sans doute à Cannes-sur-Mer. Ouais, elle aime bien courir tous les 15 jours. C'est en plein ce qu'il lui faut. Donc là, ça s'enchaîne bien comme il faut. Et puis le principal, c'est qu'elle reste en forme. Et après, on avisera ce qu'on fera, mais il est fort probable qu'après, on aille sur le critérium. Dans le cornulier que vous avez gagné, je me souviens plus trop si elle était allée en tête ou si elle avait attendu. En tout cas, vous avez mené un train d'enfer dans le Prix d'Amérique, vous avez mené un train d'enfer dans le Prix de France. Est-ce que sur la longue distance de 4150 mètres, vous allez aller en tête ou alors est-ce que justement vous allez aller laisser faire les seconds couteaux pour assurer du rythme à l'épreuve? On va voir. Non, elle avait été cachée dans le cornulier. Et dans le Prix d'Amérique, on s'est retrouvé devant, mais sans trop avoir fait d'efforts. Et après, c'est mis en route un peu tôt. Et dans le Prix de France, on a fait un gros effort avec Race Time, ce qui nous coûte nous une meilleure place et lui la victoire. Et du coup, là, j'ai changé un peu sa façon de la travailler. J'ai changé son embouchure pour qu'elle soit beaucoup plus calme et que je sois un peu plus maître du véhicule sur ces longues distances-là. Il va falloir qu'elle tire pas du tout et que je sois maître du véhicule. Alexandre, une question pour Junior. Oui, Junior, du coup, Baya, on la voit finalement pas souvent déférer. Du coup, c'était pas question de déférer, je suppose, sur 4000 mètres. Non, pas du tout. Non. C'était pas du tout. Est-ce que à Cannes, tu penses pouvoir le faire ou pas? À Cannes, oui, elle sera. Oui. Mais même là, dimanche, j'aurais pu la déférer. Elle est pas, les pieds, ça va, quoi. Mais 4000 mètres, déférée, on use beaucoup de pieds. Et puis, elle est performante aussi ferrée, ce qui est très rare à ce niveau-là. Donc, on a la chance de pouvoir choisir quand est-ce qu'on défère et on défère pas. Et tout en étant quand même compétitif, quoi. On ne dit pas encore ferré, et puis du coup, on roule pas, on est 12e. Donc on a l'avantage avec elle depuis peu, parce que l'année dernière, elle n'était pas capable de le faire. Donc depuis peu, on a l'avantage de pouvoir choisir un petit peu nos courses pour déférer ou pas, quoi. Et tu parlais d'embouchure, parce que c'est vrai que dans le Prix de France, même des fois, elle est un peu allante, comme ça, comme tu dis, elle se met en route. Du coup, en embouchure, tu vas mettre quelque chose de plus dur. Un petit peu plus dur pour la tenir. Elle travaille avec ça et tout. Là, elle est bien, paraît bien. Elle est bien calme avec ça. J'arrive à la maintenir et à faire un peu ce que je veux avec. Donc ça, c'est important. Et puis sur 4000 mètres, c'est très important qu'il respire bien et qu'il se mette pas en route trop tôt, justement. Et une dernière petite question pour moi. Du coup, est-ce qu'après, on va la voir à l'étranger de nouveau ou pas? Ça va dépendre de beaucoup de choses. Première des choses, c'est la situation sanitaire. Ça, c'est ce qui va dépendre. C'est ce qui va dépendre que de ça quasiment, parce que les invitations, la loterie
Et les Litlop, on a eu des gens qui m'ont contacté pour le faire. Donc on n'a rien d'officiel, mais c'est tout comme quoi pour ces 2 courses-là. Et donc faudra surtout voir la situation sanitaire, mais il est clair que quand les beaux jours arrivent, elle est quand même pour moi bien meilleure que l'hiver. Et donc si on peut faire une campagne étrangère à Bretagne, ce serait super. D'accord. Une question me vient à l'esprit. Elle gagne le Cornulier, elle va directement sur le Prix d'Amérique. J'avais vu les canters avant le Prix d'Amérique. La jument c'est normal. Après une course col Cornulier, elle a été très gazée. Est-ce qu'elle est un peu, est-ce qu'elle s'est un peu rassénérée, si j'arrive à le dire, dans sa tête? Voilà, c'est la question. Est-ce qu'elle s'était quoi? Est-ce qu'elle s'est un peu calmée désormais? Est-ce qu'elle... Ah oui. Oui, le Cornulier, ça pouvait faire 2 choses. Soit la mettre à plat et les piles à plat et elle aurait été très fatiguée après, ou soit la réveiller et la mettre bien, et puis ça a fait la deuxième chose. C'est dommage que dans l'Amérique, j'ai pas pu avoir un dos un peu plus longtemps. Mais sans quoi, la jument, oui. Maintenant, on a travaillé un peu plus sur cet aspect-là pour pouvoir justement être compétitif aussi dans le Prix de Paris, parce qu'il faut savoir qu'à la base, c'est une jument qui fait que les longues distances, et que quand je l'ai reçue, on m'avait dit surtout qu'il fallait pas la courir en Autostar, parce que c'était même pas la peine, elle partirait pas bien. Elle s'élancerait super mal, donc elle a pris énormément de vitesse depuis, mais à la base, c'est une jument qui fait que les longues distances. Est-ce qu'elle peut gagner un Prix de Paris? Est-ce que pour toi, là, aujourd'hui, un Prix de Paris dans les jambes? En tout cas, il n'y a pas grand monde qui peut dire l'inverse avant la course. De dire qu'elle va le gagner, bon, je sais pas, en tout cas, c'est pas interdit. Voilà. C'est pas interdit, parce que si ça se passe bien avec la bonne course, oui, elle peut le gagner. Et il n'y a pas avant le coup de super favoris qui se détachent, et là où on dit oh là là, celui-là il est imbattable, il n'y a pas de chevaux imbattable, il n'y a pas fast time, donc déjà ça change beaucoup la physionomie de la course. Cheval comme Davinson et Delia vont être sûrement les 2 grands favoris, mais derrière ces 2 chevaux-là, c'est très 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 ouvert, et il y a beaucoup de chevaux qui peuvent aussi l'emporter. Mais elle en fait partie. Alors nous avons entendu Junior Gelpa, entraîneur. Nous avons entendu Junior Gelpa, driver. Nous allons maintenant écouter Junior Gelpa, rappeur. À ce qui paraît, je suis pas le même. À ce qui paraît, j'ai changé. J'ai les dents plus aiguisées qu'un aiguillard affûté. À ce qui paraît, je suis pas le même. À ce qui paraît, j'ai changé. Je suis venu sans parler, parti avec le trophée. Alors, je le disais en début d'intervention, mon cher Junior, vous êtes sans doute l'homme du meeting 2020-2021 par la manière dont vous avez pesé sur les événements et sur les courses, mais vous êtes aussi l'homme du meeting parce que vous êtes le seul qui est sorti un morceau de musique, et non des moindres. C'est un morceau de rap, c'est une passion que l'on ne vous connaissait pas. Comment vous est venue cette idée à ce moment précis, au beau milieu du meeting? Je pense que tout le monde vous en a parlé, peut-être plus qu'on ne vous a parlé du Cornulier. En tout cas, l'un était lié avec l'autre. On m'a félicité pour les deux. D'abord, on me disait bravo pour le Cornulier, après la chanson, super. Mais non, c'est vrai que ça m'est venu, que quelques jours après le Cornulier, avec notre ami Gilles qui sera avec nous ce soir dans la grosse émission. Ouais. Avec notre ami Gilles qui a eu quelques petites punchlines, qu'il a eu quelques petites punchlines avant le coup, et puis je me suis dit ce serait sympa de répondre en chanson, quoi. Je l'avais jamais fait, j'ai jamais chanté de ma vie en plus. Mais du coup j'ai dit voilà. Et puis un soir on s'est mis avec mes amis qui sont musiciens là, qui étaient là, et puis on s'est mis, on fait la mélodie, et puis j'ai écrit les paroles dans la soirée, et puis on a fini ça, tac, on a posé, et très tard dans la soirée on a terminé, et puis on a enregistré comme ça, et puis le lendemain vous l'avez vu sur le téléphone, mais ça s'est fait vraiment comme ça. Je me suis dit voilà, il faut que je lui réponde. Alors je voulais pas lui répondre méchamment, vulgairement, machin, quoi que ce soit. Je voulais que ça reste vraiment entre guillemets familial, mais tout en piquant un petit peu comme il a été aussi, comme il a beaucoup charrié aussi. Donc je sais très bien qu'il accepte d'être charrié aussi,
quand on arrive, il faut accepter aussi c'est le risque. Ouais, c'est le risque. Voilà. C'est logique. C'est logique. Surtout que bon, là, il y a rien de méchant, il y a rien de machin. Vraiment, juste un peu pour taquiner. Et puis, en plus, le fait de l'avoir gagné, ça rend un peu plus la chanson encore plus crédible, je pense. Je sais pas si je l'aurais fait si vous aviez été deuxième ou troisième. Mais voilà, c'est pas pareil. Non, mais on est d'accord. Mon petit doigt me dit que vous avez tourné un clip justement autour de ce titre cette semaine à Grosbois. C'est vrai? Parce que ça a pris une ampleur que je ne m'attendais pas du tout. Et puis, du coup, on a fait un petit clip. Mm-hmm. Il y a plusieurs personnes qui vont apparaître dedans, des célébrités qu'il y a à Marseille. D'accord. C'est un sacré teasing que vous nous faites. On verra qui, par exemple. Mettez-nous là à la bouche. Non, vous allez voir, il y aura un rappeur marseillais, il y aura un joueur de l'équipe de l'OM aussi. D'accord. Et puis une ou deux autres personnes aussi. Et puis donc après, je pense qu'on va le sortir pour que tout le monde puisse voir. Mais c'était pas prévu du tout comme ça. Hein. Ça s'est fait vraiment en enchaînant les choses. À la base, c'était juste pour lui répondre à Gilles et puis voilà, pas méchamment et pour lui dire que, enfin voilà, c'est tout, juste pour lui répondre avec toutes les semaines tout ce qu'on a attendu, que ça bouillonnait un peu en moi, que j'entendais plein de choses et tout, et que je disais non, je répondrai après la course. Et puis du coup après la course c'est sorti, ça fait ça, mais bon, voilà, donc pour le clip, là il est en train d'être en scène, on a fini de tourner, donc voilà. Bon, voilà, si vous êtes amateur de rap et que vous pensiez que le rap de Marseille c'est seulement Soprano ou IAM, sachez qu'il y a également Junior Guelpa. On va finir ce petit entretien, mon cher Junior, avec une question qui tient à cœur à Cédric Philippe. J'en ai fait tant de questions. Déjà, j'avais une première question concernant la jument, parce que je suis quand même un tout petit peu plus éclairé en termes de galop qu'au trot. Vous savez, au galop, les chevaux ont une distance très précise, c'est 700 à 1800 mètres, enfin, vraiment, ça tient à peu de choses. Comment est-ce qu'on gère l'effort de chevaux et la préparation de chevaux en courant 2100, puis 4100, puis 1609 mètres? Qu'est-ce qu'on fait le matin de différent pour faire monter ou descendre la pression? Comment on gère la redescente en pression? Parce que c'est facile de les faire monter, mais les faire redescendre, c'est quand même difficile, non? Ouais, moi je suis pas fan de les faire monter en pression, déjà dès le début, même pour courir 1600 mètres ou quoi. Mais j'ai été assez surpris hier quand on a fait la conférence de presse avec d'autres entraîneurs qui courent le Prix de Paris. Sur le trot, qu'on a fait la conférence de presse avec, il y avait Garato, Duval d'Estaing, Vercruis, tout ça. Et j'étais assez surpris de les entendre dire que eux, ils avaient préparé de la même façon le Prix d'Amérique, que le Prix de Paris, que le Prix de France. Alors, je leur ai dit en plaisantant que moi, j'étais novice et que je venais d'arriver ils gagnaient déjà des courses. Moi, j'étais encore dans le landau, donc j'ai beaucoup à apprendre d'eux. Mais moi, personnellement, j'ai dit que j'avais pas du tout fait la même chose. Pour moi, on prépare pas de la même façon un cheval qui court 4000 mètres qu'un cheval qui court 2100 ou 2007. Mais bon, ça, c'est que mon avis à moi. Et apparemment, eux, je sais pas si c'est l'info ou top, je sais pas du tout, mais apparemment, eux, ne font pas du tout la même chose. Après, peut-être que ça dépend du cheval, de l'âge du cheval, ça dépend de mâle, femelle, je sais pas, peut-être, mais en tout cas, non, j'ai pas fait du tout. Pour moi, c'est pas concevable pas concevable, si, c'est pas le mot, mais je veux dire, pour moi, c'est pas logique qu'on prépare une course de 4000 mètres comme on prépare une course de 2100, mais bon. Faites-nous rentrer un peu votre quotidien. Quand on prépare un 4100, on fait beaucoup plus de promenades, beaucoup plus de foncier. Moi, c'est ce que je fais déjà toute l'année, donc ça change pas vraiment. La jument, quand elle est à Grosbois en ce moment, comme c'est le cas, c'est une jument qui sort à peu près 6 à 7 fois par jour quand même. Donc c'est énorme pour ces chevaux-là, elle a besoin de ça. Et les autres sortent 1 ou 2 fois au paddock peut-être. Et elle a quand même beaucoup plus de sorties, de fonds que les autres déjà de base, en sortant 6 à 7 fois par jour, c'est quand même pas mal. Bon, ces éclaircissements équins levés, j'ai dû consulter un opticien grâce à vous. Ça m'a permis de voir que je n'étais pas encore daltonien et que j'avais pas de problème de vue. Dès que je vois Junior Guelpa, je vois rouge.
pour quelle raison vous mettez constamment les émoticônes rouges? Parce que c'est un truc que ça, moi, je ne cautionne pas, et que pour moi, c'est un truc qui sert à rien. Et que c'est un truc de journaliste pour vous, mais pas pour les parieurs. Parce que déjà, premièrement, ils sont pas adressés aux parieurs. Il faut que les gens aillent sur le site, regarder les partants et tout. Ils sont pas affichés sur Equidia, ils sont pas affichés à côté des cotes. Donc déjà, ça, c'est une grosse erreur de leur part. Pas tout le monde connaît ces émoticônes rouges. Et ensuite, comme vous avez pu le constater, je ne mets que des rouges et non pas des rouges quand je roule, des verts quand je roule pas. Non, c'est pour ça que j'étais systématique, c'est pour ça que j'ai dû consulter. Que je me suis dit que j'avais peut-être un problème de vue. Non, t'as pas de problème de vue, non. Bon, pas encore, moi. C'est juste que c'est ça. Et c'est parce que moi, je cautionne pas cette chose-là. Vous, quand vous faites les quintés, les machins ou quoi, les pronostics, au lieu de mettre des étoiles, vous ferez mieux de mettre des émoticônes, comme ça, vert, orange, rouge, et comme ça, on sait les chevaux de base que vous prendrez ou pas. Mais nous, en tant qu'entraîneur, c'est pas notre métier de faire le pronostiqueur. Et encore moins quand en plus c'est pas publié à tout le monde. D'accord. Si c'était publié, vous joueriez plus le jeu, c'est ça le message? Il faut que ce soit publié et puis qu'il y ait que 2 couleurs. L'orange sert strictement à rien. Il y a des courses où tous les chevaux sont en orange. Il y a des courses où tous les chevaux ils sont orange ou rouge. Il n'y a personne qui est en vert, donc il n'y a personne qui compte gagner, quoi. On a même vu un prix d'Amérique cette année où il y avait très très peu de vert, c'est-à-dire que c'est une course que tout le monde vise, mais finalement quasiment personne n'avait les atouts pour le faire. Non, pas du tout. C'est pas étonnant. C'est pas du tout ça. C'est que après, comme vous parlez, il y a un truc que si en tant qu'entraîneur, il y a beaucoup de superstitions chez les entraîneurs. Et puis quand vous voyez un Bazir qui gagne 70 courses dans le meeting et qui met pas un seul vert, et ben après voilà, c'est la même chose. Il y a des chevaux, il part à 1,50€, il met un bonhomme orange. Alors on n'en fait pas tout un paquet. En même temps, il n'a jamais ni vert de sa vie. Donc, il faudrait mettre 2 couleurs. S'ils veulent garder ça, il faut qu'ils mettent 2 couleurs, vert ou rouge. On roule ou on roule pas pour eux, voilà, grossièrement parlant. Et on met vert ou rouge et que ce soit publié que ce soit publié de partout. Eh ben, si c'était publié de partout pour ce prix de Paris, mon cher Junior, vous auriez mis quoi pour Bahia dans le prix de Paris, vert ou rouge? Vert, bien sûr. Et voilà. Ben, c'est le mot de la fin, mon cher Junior. C'est le mot de la fin. Parce que cette émission, elle est courte. C'est un before qui dure une trentaine de minutes. Je vous remercie en tout cas de votre disponibilité. Puis bravo pour ce meeting, parce qu'on peut déjà vous féliciter. Il y a quand même quelques événements qui ont fait que vous avez pesé, je le rappelle une nouvelle fois, parce que ça me plaît, dans ce meeting d'hiver. Toute l'équipe de Radio Balance vous salue. Et puis, vous êtes notre invité dès que vous avez quelque chose à dire. Voilà, comme ça. Très gentil, merci à vous. Merci Junior, au revoir. Alors, écoutez, on en a appris donc un vert pour Junior avec Bahia Keno. On l'avait compris, on l'avait quand même un peu compris dans ses propos, à savoir que la jument a été préparée pour ce prix de Paris. Il ne vous dit pas qu'il va gagner, mais en tout cas, il estime capable de le faire. Messieurs, je l'ai dit en début d'émission, une enveloppe de 100 € vous est allouée par la maison Radio Balance. Comment jouez-vous vos 100 €? On va commencer avec vous, Benjamin. Eh bien, écoutez, moi, je vais tenter un gros coup de poker dans cette marathon race. Je vais jouer Diable de Vauvert gagnant, le numéro 6. C'est un cheval qui, pour moi, a de la tenue, 5e du Critérium. Je pense qu'il est capable de faire un numéro dans cette course-là. En plus, j'ai leur migné ensemble. Donc, je vais mettre 25 € gagnant et 25 € placés sur ce numéro 6, Diable de Vauvert. Et je vais tenter ensuite un The 5 avec 3 chevaux de base. Je vais prendre donc ce numéro 6, Diable de Vauvert. Le 10 également, Chicajoud, qui va se réhabiliter dans ce marathon race, avec également Delia Dupont qui fait toutes ses courses. Et je vais adjoindre à ces 3 chevaux, 9 chevaux au total, à savoir les numéros 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14 et 15. Et ça coûte 36 € en mise pleine. Vous pouvez également la jouer en mise réduite, ça vous coûtera 18 €. Donc voilà, 86 € et je laisse les 14 € pour boire du caissier, c'est important. Voilà, ou on peut les boire, voilà, on peut éventuellement les garder pour quand ça ouvrira. Cédric, c'est à vous. Voilà. Je vais faire assez simple parce que
on n'a pas pléthore de temps et puis c'est difficile d'élaborer des stratégies. Et la course est très difficile. La course est très difficile, il faut le souligner. Surtout aussi loin d'un événement, parce que comme on a dit tout à l'heure, les chevaux peuvent monter ou pas en pression. C'est une distance très particulière. Et là, je rejoins complètement Alexandre de Koopman. Pour moi, le bon point d'appui, c'est le 8 Money Viking, parce qu'il est particulièrement pratique. Il a été une seule fois fautif dans sa vie, c'est dans le Grand Prix d'Amérique, hélas, suite à un coup de frein. Mais c'est un cheval qui est quand même très pratique, qui est vraiment taillé pour les longues distances, qui a déjà prouvé en plus sa grande tenue. Donc pour moi, c'est le bon point d'appui, c'est le numéro 8. Derrière, je mets le 6, Diade de Vauvert, le 9, Flamme du Goutier. J'aurais pu mettre le 10, Chica de Joute, qui sera mon regret, mais on peut pas tous les mettre. J'ai mis le 13, Diade du Pomereux, le 14, Belekeno, et le 15, Davidson Dupont. Donc 8 de base avec 6, 9, 13, 14 et 15, en couplet gagnant placé par 10 €, en Gigi par 10. Et bien voilà qui est fait. Alexandre, je suis tout oui. Alors, la course pour moi reste très ouverte, donc j'ai préparé 2 champs réduits aux E5. Un premier avec 3 chevaux de base qui sont le 15 Davidson Dupont, le 13 Dégâts du Pomereux et le 8 Money Viking. Derrière, je leur associe les numéros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, qui fait 27,50 €. J'ai préparé un autre jeu sans Davidson Dupont, si nous refait un petit peu des facéties, avec 3 chevaux de base également, le 13 Dégâts du Pomereux, le 8 Money Viking et le 9 Flamme du Goutier. Derrière, je garderai les mêmes chevaux, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, ce qui fait encore 27,50 €. Et je compléterai du coup par un jumelé gagnant placé de 5 chevaux, 15, 13, 8, 9, 6, à savoir Davidson, Delia, Moni, Flamme du Goutier et Diade de Vauvert. Qui fait 20 € et je vais le faire 2 fois, qui fait 90 € de jeu. Et bien voilà, c'est fait. Benjamin, on parlait des antépostes avec ceux du Prix de Paris qui sont achevés lundi dernier. Vous avez rouvert un autre antéposte, c'est l'actualité. Cette fois, on parle du Grand National du Trot. Première étape, c'est le 10 mars sur l'hipporome de Reims. Donnez-nous les dates et la mécanique. Alors écoutez, on aura donc une session antéposte qui va s'ouvrir après chaque étape, c'est-à-dire que le 10 mars, dans l'après-midi après la course, il y aura la session qui sera ouverte pour la deuxième étape du GNT et ainsi de suite pour le circuit. Et là, pour cette première session, les paris vont se fermer le jeudi 4 mars à 8h. Donc toujours pareil, 6 jours avant la course, avant la déclaration des partants. Et je sais que vous posiez la question de savoir si on allait également en faire quelques-uns au galop. Je vous confirme en effet qu'on va ouvrir quelques sessions antépostes tout au long de l'année sur les grands événements au galop, que ça soit le Grand Steeplechase, le Derby d'Epsom et évidemment l'Arc de Triomphe. On aura également quelques autres rendez-vous au cours de l'année et on aura l'occasion d'en reparler, j'espère bien, dans le cadre de Radio Balance, Dominique. Eh bien, exactement. Benjamin, est-ce qu'il y aura, excuse-moi, mais du coup, par rapport à l'antéposte sur le GNT, est-ce que du coup, il y aura un antéposte là, comme pour le Prix d'Amérique pour la victoire finale, ou c'est juste à chaque fois pour les victoires d'étape? Alors, je pense qu'on va, au fur et à mesure du circuit, ouvrir en effet des sessions pour la victoire finale. Là, on a considéré que à cette première étape, ouvrir une session, ouvrir à chaque étape, ça allait être un petit peu lourd pour les parieurs qui en plus vont découvrir les chevaux qui vont être en avant dans ce circuit. Donc oui, on va le faire, mais pas tout de suite. Je pense qu'on le fera peut-être 3 fois ou 4 fois au cours du circuit. D'accord. Merci messieurs. Voilà. Alors voilà, c'était le Before du Prix de Paris Marathon Race. C'est maintenant terminé. Merci à nos partenaires qui ont permis de faire vivre ce programme. Je pense au Trot, je pense à The Turf. Bien, rendez-vous très prochainement avec de nouveaux Before. Ça va continuer sur d'autres formes, avec adossé à d'autres événements. Soyez-en sûrs. Pour notre part, nous vous donnons tous ce rendez-vous dans la grosse émission. Et puis la semaine prochaine, dans l'émission traditionnelle, qui sera la dernière pour nous présenter, pour parler du meeting d'hiver, parce que ce meeting d'hiver s'achève, vous le savez, le samedi 6. Merci à vous, Cédric Philippe. Merci à Alexandre de Koopman. Merci à Benjamin Lyon. Et merci à notre réalisateur du jour, Marc Désir. Restez à l'écoute de Radio Balance. Bonne continuation.